J'ai mis une petite toune. Comment tu dis? Excuse, je t'ai pas compris. Tu voulais pas qu'il nous rappelle? Tu veux qu'on le reste sur son cellulaire? Ouais, ça c'est le sel. Tu peux essayer le sel parce que le son est jamais aussi bon. Mais d'habitude, il rappelle. Comme je te dis, peut-être qu'il est dans l'écurie, quelque chose du genre. Là, tu sais, il a notre numéro, hein? Oui. Ben, quand t'appelles par ce numéro-là, il l'a sur son afficheur. Ah. Mais essaie-là sur le sel, des fois, si tu veux bien. T'étais en train de me présenter. Est-ce que je peux prendre ton iPad? J'étais sur le site du 98.5fm.ca. Quand même leur faire une petite pub. Et je regardais tous les intervenants de chaque show. Alors, t'as tous les différents chroniqueurs, évidemment, sont pas là en même temps chaque matin, là. Mais puisqu'il faut se lever. Tabarouette, hein? Paul Arcan, Alain Crête, Émilie Perrault, Claude Poirier, Dominique Arpin, Docteur Laberge, Esther Morin, Jean Lapierre, Marc Brière, Mario Dumont, Mec Gilles, je sais pas c'est qui, là. MC Gilles. MC Gilles, excuse-moi. Oui, MC. Monique Néron, Pierre Curzi, René Vézina, Charles Châteauvert, Sylvain Ménard. Tabarouette. OK, ça, c'est tous ceux qui sont sur son show. OK, mais il n'y a pas là-dedans les recherchistes et tout, les gens qui sont au com. Et ceux qui passent en ondes, ça. Et tous ceux qui passent en ondes. Tabarouette, c'est l'enfer. Ouais. Ce serait cool d'avoir tout ce beau monde-là, hein? Ben oui. Travaillerait pas. Ben oui, mais c'est le gros show de quincaillerie au Québec, là, tu sais. Si tu veux être sa pine, t'écoutes ça, il y a un mood, c'est sûrement bien travaillé, là, tu sais, on peut pas enlever ça, tu comprends? Ben non, il y a du travail en arrière de ça, là. Ben, en tout cas, s'il y a du travail, c'est des belles jobs. C'est des belles jobs, mais bien faits, là, mais en tout cas, c'est des belles jobs. Bonjour, Doc Mayou. Beaucoup de belles jobs. C'est Pat, Yves est en onde. On peut vous soigner tout de suite dans la machine. Êtes-vous prêts? Are you ready? Peut-être qu'il va te demander de le rappeler à la maison, j'imagine. On fait ça live. OK, il est à quelque part. OK, il est à Trois-Rivières, d'après moi, c'est ça. Je veux pas, parce qu'on est en onde. Non, on le donnera pas live. Oui. Il est dans le 88, le petit Guillaume. C'est bon. Alors, voilà donc pour ce qui est du 98.5. Alors, je vais fermer ton micro, Pat. Puis quand tu l'auras, tu me donneras ça. Alors, voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre ce matin? Oui, une affaire capotée que j'ai vue en fin de semaine. Et puis, il va nous rappeler ou tu le rappelles? C'est toi qui le rappelles? Non, je le rappelle. OK, il est dans le 418. Ah ouais? C'est ça? Dans le 418? 448, c'est 819, c'est ça? Ouais, OK. J'ai présumé. OK. Alors, ce matin, j'entendais, en fin de semaine, je lisais ça. J'ai trouvé ça drôle en tabarouette. Ça m'a vraiment pogné. J'ai accroché là-dessus, tu sais. Jonathan Dutil, c'est le titre du journal que je trouvais complètement fou et cave à la fois. Où on disait... Oui, bon, ben numéro 1, alors tu le mets sur garde, simplement, et puis on va le brancher. Alors voilà, appuie sur garde, le gros bouton bleu, là, tu vas le voir. C'est là, tiens, garde, il est punché, d'après moi, on l'a tout de suite. C'est ça. Pierre Mailloux est avec nous. Salut, Pierre. Oui, bonjour Yves. Ça va bien? Pas pire. En forme, toujours combattant, confiant, debout, fier. Non, rien de tout ça. Hésitant, brinque-ballant, bancal, tout le contraire. Transparent, Pierre, félicitations à toi. Tu peux faire autrement. Pierre, je t'appelais parce que je veux m'entretenir avec toi, parce que je crois sincèrement que ton commentaire ne sera pas rien. Alors, ça dit beaucoup de choses, ça. Okay. Et tu connais mon côté flatteur, mais et sincère à la fois. Je m'adresse à toi parce que à chaque fois où tu as étudié des affaires, tu l'as toujours fait avec acuité. Je me souviens de toi quand tu as raconté ton approche vis-à-vis le jugement dans l'histoire de Denis Lortie. Je vais pas revenir là-dessus. Mais j'ai capoté de voir comment tu as travaillé là-dessus. Là. Tu n'as pas juste été surfé et crâné. Et je t'ai entendu dire en plus, je n'ai pas dormi. J'avais une pression énorme, je devais faire attention, je devais porter un jugement. Donc, à quelque part, il y a chez toi quelqu'un de réfléchi. Jamais mauvais de parler aux gens réfléchis. Je sais pas si tu remarques, Pierre, mais beaucoup de gens donnent des commentaires. Il y a une panoplie de commentaires partout et d'analyses partout, et je me sens pas confiant de tous les gens que j'entends. Or, ça, c'est mon intro. Pourquoi je t'appelle Pierre? Oui.
j'ai vent de suicide. De suicide, je dirais, moyennement de mon entourage, des gens de loin, mais que je connais quand même. 2 suicides, 5 dans la région en l'espace de 15 jours. Des suicides effectifs d'une première instance. Donc, ce ne fut pas un essai, mais l'acte qui a été commis est la résultante totale, c'est-à-dire un décès. Pas des tentatives de suicide, il n'y avait pas eu avant des tentatives de suicide. C'était le premier acte. Alors, 2 filles, l'une de 18 ans et l'autre de 15 ans, et tous 2, donc, des réactions que l'on juge au conditionnel, en tout cas d'observation, après rupture. Ma question, est-ce que c'est génétique? Ça vient d'où? Qu'est-ce qui entraîne un esprit à vouloir fermer les livres, d'après toi? Bon. En guise de préambule, première question. Comment se fait-il qu'on ne fasse pas encore au Québec d'autopsie psychologique des décès par suicide? Alors qu'on fait l'autopsie physique des corps d'individus, d'êtres humains qui décèdent, ça doit faire quoi, 50, 60 ans, là, qu'on fait de façon assez routinière l'autopsie physique de quelqu'un qui décède pour connaître les causes du décès. En 2013, on ne fait pas d'autopsie psychologique suite à un décès par suicide. Est-ce que tu peux m'expliquer ça, toi? Alors, l'autopsie étant évidemment effectuée sur un défunt pour connaître les causes du décès. Qui a emmené au décès? Comment se fait-il que, avant de répondre à la question que tu poses, qu'on ne fasse pas ça en 2013 dans un pays qui se prétend civilisé et évolué? Comment je peux bâtir cette autopsie psychologique? Comment je peux la construire? De quelle façon? Quelle approche je fais? Quel est mon égard dans la situation? C'est nouveau. Jamais j'ai entendu qu'il était possible de faire une autopsie psychologique. Ben oui. Après. C'est que, ben oui, tu prends un médecin, tu prends un psychiatre, tu prends un psychologue, une travailleuse sociale, Okay. une petite équipe, comme un pathologiste avec ses techniciens. C'est sensiblement de la même façon. Puis tu poses des questions, tu regardes le dossier médical, tu rencontres les proches, sous forme d'enquête. Pas les espèces d'enquêtes bidons des coronaires qui regardent, ben là, on est allé voir, oui, c'est pendu, voici, il y avait une trace de corde autour du cou, la profondeur de la plaie. J'ai vu, pas plus tard qu'il y a 4 jours, un rapport d'autopsie de quelqu'un qui s'était suicidé, un de mes patients qui s'est suicidé. Okay. Et j'ai vu le rapport d'autopsie du coroner. C'est une joke. Il a décrit la profondeur, la largeur et la profondeur de l'empreinte dans le cou de la corde. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et les médicaments qu'il prenait. Puis en plus, ils ont même pas cherché le niveau dans le sang du médicament que je lui avais prescrit. Est-ce qu'il en a pris trop? Est-ce qu'il... Il y avait une prescription, il prenait tel médicament, puis voici la profondeur de la plaie. Écoute, sur 3 quarts de page, c'est scandaleux en 2013. Si je veux faire un pas dans le suicide parce que je le considère un problème, je dois donc opérer avec une autopsie psychologique. Oui. Et elle ne se fait pas présentement. Les questions de Maintenant, parce que là où je veux en venir, oui. Lorsqu'on va parler des causes, quelles sont les causes les plus fréquentes qui mènent au suicide? Je peux te dire n'importe quoi, Yves. Et il y a une série de PI qui disent absolument, de PI et de féminisés, qui disent à peu près n'importe quoi. C'est suicide, prévention, suicide. Ouais, ouais. Écoute, c'est de l'aide sociale déguisée, ça, cette histoire-là. Oui. Ils disent n'importe quoi fondé sur rien. Je me souviens d'une démarche du juge, je ne me rappelle plus de son nom, dont le fils s'est enlevé la vie, et j'avais posé la question, est-ce que il y avait possibilité pour vous de contourner ce résultat avec votre fils? Une intervention, est-ce qu'elle aurait pu dévier
une forme de destinée qui était celle de votre fils qui s'est suicidé. Il dit, sinon de le dévier, peut-être de le retarder, et les quelques jours additionnels avec lui m'auraient livré un grand bonheur. Mais il admettait qu'on ne peut pas le contourner. C'est pour ça que j'ai un peu de difficulté avec l'histoire de prévention du suicide, d'appeler et d'en parler. Il me semble qu'on n'est pas dans le bon chemin. Est-ce que c'est d'abord et avant tout évitable? Oui. Ben oui, prévenir une maladie dont on connaît pas les différentes causes. Écoute, on s'en va où? Oui. Cette prévention-là, c'est bidon. Je comprends. Écoute, ça fait combien d'années qu'on veut prévenir le suicide au Québec? Puis le suicide, il a baissé peut-être un petit peu, bon an, mal an. Tu sais, on parle de quoi? De 500-600 cas par année au Québec. Exact, ouais, dans ces zones-là. Alors là, ça vient de lousser, on prévient le suicide, puis SOS suicide, puis... Mais on s'en va où avec ça? Est-ce que c'est efficace comme mesure? Moi, je ne crois pas. Écoute, on n'identifie pas les causes, puis on veut intervenir. Allô? Êtes-vous sérieux? Quand une personne de 15 ans décide de mettre un terme à sa vie, à moi, là, j'observe, une personne de 15 ans n'a pas beaucoup de routage en termes en termes d'impression, en termes de savoir. Tu sais, une personne de 15 ans commence à vivre, je te dirais pas qu'elle vit rien, là, mais c'est pas le grand savoir, c'est pas la grande conscience non plus, en tout cas si je me fie à moi. Quand on arrive à une conclusion que ta vie doit se terminer là et que tu poses un acte qui met un terme à ton existence, ben d'après moi, faut qu'il y ait une carence, faut qu'elle soit présente et faut qu'elle soit forte. Bon, une carence ou un désespoir. Alors, il y a un trait, je vais te parler de 34 ans d'expérience empirique. Alors, c'est sûr que mes connaissances sont empiriques, sont à partir de mon expérience. Oui, mais après 34 ans, mon expérience est assez importante dans le domaine et les préventeurs auraient peut-être avantage à m'appeler un peu plus souvent. Et appeler plus souvent des individus comme moi qui sont confrontés au quotidien avec la majeure partie de leur clientèle qui ont fait une ou plusieurs tentatives de suicide. Okay. Dont une balle dans le thorax, tu comprends, des coups de couteau dans le thorax, des choses assez sérieuses. Tentative de pendaison, la corde a cassé ou la pôle s'est détachée ou des histoires comme ça. Alors, ceci étant dit, à partir de mon expérience clinique, je peux te dire qu'il y a, premièrement, on retrouve une constante, qui est le désespoir. OK. Alors, souvent, régulièrement, j'entends différentes personnes dire « il a décidé de se suicider ». Ben non. Ben non, j'ai jamais vu un seul cas. Oui, j'en ai vu un. Il y a toujours une exception. Il y a toujours une exception. Alors, j'allais dire quelque chose. Ouais. J'ai jamais vu un seul cas qui a décidé de se suicider. Oui, j'en ai vu un. Et je n'ai rien fait. Alors, j'ai vu un cas qui a décidé de se suicider et je ne me suis pas objecté puis j'ai rien fait. C'est arrivé une fois. Parce que je considérais que sa décision était sage dans les circonstances. D'accord. Alors, tous les autres cas que j'ai vus, il y avait une constante qui était le désespoir. Désespoir. Désespoir, ça veut dire sans espoir. Oui. Il n'y a plus d'espoir. C'est pas une décision rationnelle voulue. Un geste désespéré. Oh! Alors ça, c'est l'état de la personne. Elle est acculée à cet état. Alors ça, le désespoir, là, c'est un peu comme un escalier. Tu comprends? Ça va pas bien, je sais plus quoi faire, je perds espoir, puis j'en finis. Qu'est-ce qui mène, oui. Oui, non, vas-y. Termine, Pierre. Pardon? Tu peux terminer, c'est moi qui t'ai coupé. Non. Alors ça, c'est pour l'État. Maintenant, qu'est-ce qui amène un être humain au désespoir, à perdre espoir? Qu'est-ce qui amène... Puis là, je te laisse la parole. D'après toi, qu'est-ce qui amène un être humain à être désespéré, à perdre espoir dans la vie, à ne plus espérer un jour meilleur? L'absence d'un regain naturel que tu ne commandes pas, mais qui est vivant et qui s'éveille à un moment précis. Puis ma question,
elle patine un peu dans une zone qui me tourne dans la tête depuis tantôt à t'écouter, et me vient à l'idée la personne qui va vivre une épreuve épouvantable, je sais pas moi, Alain Stanquet qui se fait arracher les ongles avec des pinces parce que les Allemands veulent qu'ils lui disent où sont cachés ses parents parce qu'ils savent que ses parents cachent des Juifs. Et lui va se cacher dans une toilette chimique en bois pour partir de Treblinka. Bref, il va vivre les pires sévices de sa vie, on va y vider le jus dans l'esprit et jamais il va penser à perdre la vie, à s'enlever la vie. Et une telle, à un tel endroit, perd un copain, et pour elle, ça devient l'apartheid en Afrique du Sud, ça devient le désastre, la folie, elle s'enlève la vie. J'ai de la difficulté à comprendre les deux états. Je me dis que l'un est mu par une espèce de virus qui dort un bout et qui, du coup, où il se réveille, est fatal, comme un cancer sans retour. Ouais, c'est exactement. Là, il y a des raisons, là. Alors, dans le cas de la jeune femme, soit dit en passant, parenthèse, c'est que on a parlé depuis quelques années beaucoup plus de suicide chez les hommes. Oui. Parce que les hommes le font plus souvent que les femmes. Mais on a oublié, les préventeux ont vraiment passé à côté de quelque chose de très sérieux. C'est que les femmes font plus de tentatives de suicide. Et ça, je trouve ça plate. On a mis l'accent sur les hommes. Le suicide masculin, alors que le problème est nettement pire chez les femmes. Tu vois comment les préventeux, et la raison pour laquelle il y a moins de suicides chez les femmes, ce n'est pas qu'elles tentent moins, c'est que, à cause de leur féminitude, elles prennent des moyens moins létals. Oh! Alors, au Québec, il y a plus de désespoir chez les femmes que chez les hommes. Tu vois comment les chiffres peuvent être trompeurs. Ça alors, pour... toujours, tu me vois venir avec mon autopsie psychologique. Très bien. Maillot s'en va où? Il s'est ski le matin, là. Il est en train de dire que le problème est plus grand chez les femmes que chez les hommes, même si les hommes réussissent plus. Oh! Il ne s'agirait que d'un tout petit facteur pour que ce que Maillot est en train de dire prenne toute une dimension tout autre. Oh! Parce que les hommes prennent pendaison, armes à feu, accident d'automobile, tu comprends? Et les femmes, médicaments. Les femmes prennent des médicaments et pour diminuer, pour se donner de bonne conscience, sais-tu qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé sur le marché les pilules qui tuaient. Oui. C'est fin, hein? Au lieu de s'attaquer à la cause du suicide, peux-tu croire que quelques imbéciles ont dit « Hey, on a la solution! On va enlever les pilules qui tuent, on va mettre un grillage le long du pont Jacques-Cartier, puis hey, on vient de diminuer le suicide! Prends-tu des innocents? » Dans notre autopsie psychique, Pierre, je vais te ramener sur mon exemple qui était peut-être un peu long. Je suis médecin, on m'enlève mon droit de pratique. C'est injustifiable ce qu'on fait. C'est ma fierté première. Je suis pas capable de passer par-dessus. Je m'enlève la vie. Et toi, t'as toujours le goût de vivre. Donc, la différence entre deux individus face à un même problème. Un s'enlève la vie et l'autre a jamais eu autant le goût de vivre pour se battre et amener à bien sa vérité et les choses qu'il a à vendre. Il y en a un qui est pas équipé. C'est ça, exactement. Il y en a un qui est moins bien équipé. Alors, c'est sûr qu'il y a une stamina naturelle. Il y a une force intérieure naturelle de vivre qui varie beaucoup d'une personne à l'autre. Bon, ça, c'est génétique. Alors, oui, on remarque de plus en plus dans les études qu'il y a des individus qui font preuve de plus de vaillance face à l'adversité, c'est-à-dire de plus de courage face à l'adversité, et il y a une partie de ça qui est génétique. Bon, ceci étant dit, l'autre partie est acquise. Est acquise comment, Yves? Comment on acquiert plus de force intérieure face aux épreuves? As-tu idée là-dessus? Mon idée là-dessus, je te dirais que j'oserais m'imaginer que je vais gonfler mon muscle à l'exerciser et qu'avec mon tempérament et mon esprit,
plus je vais affronter de difficultés de face, plus je vais muscler mon esprit et être capable de passer à travers plus d'épreuves, d'avoir plus de force de caractère. Non, Yves, je vais te décevoir, là. C'est mignon comme tout ce que tu viens de dire. Déçois-moi. Zéro impact. Mais... c'est pas comme ça que ça fonctionne du tout. Ça à quoi tu as référé, ton fameux muscle, oui. Il y a un nom. Il s'appelle le lien maternel. Le lien entre une mère et son poupon. Oui. Alors, c'est ça le muscle. Il ne relève pas de toi, il relève de ta mère, dans un premier temps. Il va relever de ton père dans un deuxième, mais loin derrière. Oui. Alors, dans un premier temps, c'est le lien maternel qui va donner, en plus de la génétique, qui prend la relève ou qui se surajoute à la génétique. Le lien maternel, ça vient faire quoi? Le lien maternel vient te donner une confiance dans l'autre. Oui, l'essence. Le moteur de l'existence, c'est la confiance, je suis d'accord avec toi. Oui, le lien maternel vient donner au poupon la confiance dans l'autre. Et l'effet rebond de cette confiance-là, c'est la confiance en soi. Si je peux faire le petit poupon qui a confiance dans son caretaker, dans son maternage, dans le maternage qu'il reçoit, bon, le corollaire de ça, c'est qu'il se sent plus sécure et il prend confiance dans lui. Tu vois, c'est un peu circulaire, cette histoire-là. Oui. Alors, le lien maternel m'inspire confiance et me sécurise. S'il n'est pas au rendez-vous, si on prend la politique de Pauline Marois, on prend les petits bébés à 9 mois, puis on les donne dans des garderies d'État à maternage multiple. C'est-à-dire, c'est même pas du maternage multiple. Souvent, c'est des gugus multiples qui passent dans sa vie, dans sa journée, avec lequel il ne formera pas de lien. Alors, il n'y a pas de lien avec la personne qui s'en occupe pendant 8-10 heures dans la journée. Et puis, la génitrice, elle prend un relève pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, de gros max le soir. Alors là, on s'en va où avec ça? Tu comprends? Alors que ce soit, je donne l'exemple de la garderie, mais la grosse paresseuse qui est en pyjama toute la journée à la maison, qui s'est pas levée pour préparer le déjeuner de ses 3 gamins le matin, qui fait ça depuis qu'ils sont bébés. Comprends-tu? Le lien maternel rassurant, sécurisant et nourrissant ne s'est pas effectué. La suite de ça sera, regarde bien la patente là, à 15 ans, 16 ans, 18 ans, 25 ans, 40 ans, arrive une peine d'amour. C'est-à-dire un individu qui ne veut plus de toi. Ça va te rappeler quoi? Ça va te rappeler la torche qui n'a pas voulu s'occuper de toi. Le rejet. Rejeté quand tu étais tout petit. Le rejet. Et oui, reject. Le reject. Alors, le rejet. Et ce rappel de rejet-là, pour beaucoup d'êtres humains, est désespérant. Un élément déclencheur au désespoir. Mais c'est vaste pareil et rempli de variétés, Pierre. Je comprends très bien ce que tu dis, puis c'est loin d'être dénué de sens, je comprends. Sauf que tu vas te retrouver avec une famille de 4 enfants, donc les 4 enfants ont la même mère, forcément, et l'un sera carencé et l'autre ne le sera pas. Bon, il y a la fragilité personnelle. C'est ça. Mais il y a le fait que les parents, contrairement à ce qu'on essaie de se faire croire, ne forment pas le même lien avec les enfants. Avec les enfants, c'est vrai. Par exemple, au Québec, régulièrement, on va avoir une mère qui a 2 enfants, un garçon et une fille, aduler son garçon et traiter son adolescente de 12 ans de vache, chienne, putain. C'est courant, ça, au Québec, Yves. Alors, elle, la salope, n'a pas réservé le même traitement à ses 2 petits gamins. Tu me suis? Je te suis. Oh! Ils ont été élevés de façon contemporaine, mais dans un bouillon, dans un plat qui avait un bouillon très, très différent. L'autre point,
maintenant qui est important. Il y a habitude de vie et des maladies. Oui. Habitude de vie, drogue, peu importe l'âge, on n'est pas seulement chez les adolescents, mais la drogue et certains médicaments sont des dépresseurs du système nerveux central, vont vous foutre le bordel entre vos deux petites oreilles. Alors, le pot, là, c'est pas inoffensif. Ça décourage beaucoup de monde. Oui. OK? L'alcool est un dépressif. 4 à 6 bières par soir, là, il y a beaucoup de cocos qui sont pas capables de tolérer ça. Vrai. Vrai. Les psychotropes, toutes, oui. L'Ativan, là, à 3 comprimés par jour, ça va vous foutre le bordel dans votre petit coco entre vos deux petites oreilles pour beaucoup de monde. Ben oui. Ben oui. Hein? Ben oui. Bon. L'autre point qui est bien important, c'est la schizophrénie. La schizophrénie est une maladie psychiatrique, dans bien des cas dévastatrice. Yves, le taux de suicide réussi chez les personnes atteintes de schizophrénie est de 10%. 10%? Une personne atteinte de schizophrénie sur 10 va s'enlever la vie. OK, ouais. C'est une maladie à traiter. C'est une maladie qui représente une urgence. Bon, ce que je t'ai pas dit, sais-tu quel est le pourcentage reconnu de personnes atteintes de schizophrénie qui vont essayer sérieusement de s'enlever la vie? Aucune idée. 30%. On est à 3 sur 10. 3 sur 10. Et au Québec, ce qu'on fait avec les préventeux, c'est qu'on parle de la maladie bipolaire, de la psychose maniaco-dépressive, comprends-tu, qui ont un taux de suicide très, très, très inférieur à la schizophrénie. Et la schizophrénie, on n'en parle pas. On n'en parle à peu près pas. D'ailleurs, on est rendu au Québec où on a un taux de maladie bipolaire, l'incidence nettement supérieure à la schizophrénie, alors que c'est pas vrai pantoute. La schizophrénie est au moins 2 fois plus prévalente que le trouble bipolaire. Et au Québec, on diagnostique 2 à 3 fois plus de troubles bipolaires que de schizophrénie. Aïe, aïe, il y a des erreurs de diagnostic en quelque part, Yves. Beaucoup, j'imagine. Beaucoup. Beaucoup, j'imagine. Alors, les personnes peuvent être, tu comprendras, que d'être atteint de schizophrénie peut générer chez la personne atteinte un désespoir insoutenable, invivable. Alors, il y a l'absence ou un mauvais lien maternel qui fragilise dangereusement l'être humain et peut l'amener à être désespéré. La drogue peut conduire au désespoir. L'alcoolisme peut conduire au désespoir. L'abus, la pharmacodépendance ou l'abus de certaines pilules prescrites par les médecins peut conduire au désespoir. Et il y a des maladies, puis la plus fréquente, c'est celle dont on doit le plus parler, c'est la schizophrénie. La schizophrénie, oui. Oui. Ouais. Il y en a d'autres aussi, mais par ordre d'importance pour ce matin, là, une fois qu'on va avoir couvert ça, on va avoir fait un bon petit bout. Pierre, dans notre question maîtresse, oui. Appelons-le comme ça, est-ce que je peux prévoir, quand on parle de prévention du suicide, est-ce que je peux changer le chemin d'un suicidaire? Oui. Alors là, il y a de l'espoir. Alors oui, il y a de l'espoir. Et il y a de l'espoir lorsqu'on reconnaît la cause maîtresse. Un bon diagnostic psychique. Oui, mais la cause maîtresse, c'est un mauvais lien qui unissait le petit être humain avec la personne significative pour elle, que ce soit la génitrice, grand-mère ou l'éducatrice de garderie. Alors, une fois qu'on parle de l'importance du lien qui unit le tout petit à une figure maternante, face à une personne suicidaire, oui.